Le monde de Sophie de Jostein Gaarder. Chapitre 16. La Renaissance. Ô race divine déguisée en homme. Jorun l'attendait sur le perron quand, vers 1h30, Sophie atteignit à bout de souffle la porte du jardin. « Ça fait plus de 10 heures que tu es partie !» s'écria Jorun. Sophie secoua la tête. « Tu veux dire plus de 1000 ans ? Mais où étais-tu ?» J'avais une rencontre au sommet avec un moine du Moyen-Âge, un drôle de type. Tu es complètement folle, hein. Ta mère a appelé il y a une demi-heure. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai dit que tu étais partie acheter quelque chose au bureau de tabac. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu ? Qu'il fallait que tu l'appelles dès que tu rentrerais. Mais avec mon père et ma mère, ça a été une autre paire de manches. Hein. Ils sont entrés dans la chambre sur les coups de 10 heures avec du chocolat chaud et des tartines beurrées. Et ils ont vu qu'un des lits était vide. Et qu'est-ce que tu leur as dit ? J'ai dû inventer quelque chose. J'ai dit que tu étais parti sur un coup de tête parce qu'on s'était disputé. Alors il faut vite se réconcilier et s'arranger pour que tes parents ne parlent pas à ma mère pendant quelques jours. Tu crois qu'on va y arriver ? Jorun haussa les épaules. L'instant d'après surgit du jardin le père de Jorun, en train de pousser une brouette. Il portait un bleu de travail. Il était clair qu'il ne s'était toujours pas fait à l'idée de devoir chaque année enlever toutes les feuilles mortes de l'année passée. « Mais ma parole, c'est la petite d'à côté, ma fille chérie, ça y est, l'escalier de la cave est enfin dégagé. Il n'y a plus une seule feuille. »« Chic, » répliqua Sophie. « Comme ça, on n'a qu'à descendre boire notre chocolat chaud là-bas plutôt qu'au bord du lit. » Le père eut un petit rire forcé et Jorun tressaillit. Ils avaient toujours parlé de manière un peu plus relâchée chez Sophie que chez le conseiller financier Ingebrigtsen et son épouse. « Je regrette, Jorun, mais je pensais qu'il fallait que je joue le jeu jusqu'au bout. »« Dis, tu me racontes un peu ? » ?»« Seulement si tu me raccompagnes à la maison. Ce que j'ai à dire ne regarde de toute façon ni les conseillers financiers, ni les poupées Barbie attardées. Comme tu peux être désagréable, tu trouves qu'un mariage qui bat de l'aile où l'un des deux prend toujours le large, c'est mieux ? Certainement pas, mais je n'ai pratiquement pas dormi cette nuit. Je commence aussi à me demander si Heide peut voir tout ce que nous faisons. Et elle s'était mise en route vers l'allée des trèfles. Tu veux dire que c'est une voyante ? Qui sait ? Encore que... Il était clair que Jorun n'était pas très emballé par toutes ces cachotteries. Mais ça n'explique pas pourquoi son père envoie des cartes délirantes à un chalet abandonné en pleine forêt. Je reconnais qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Tu veux pas me dire où tu étais ? Alors, elle cracha le morceau. Sophie parla du mystérieux professeur de philosophie, et elle ne le fit que contre la promesse expresse que tout cela resterait entre elles. Elles marchèrent longtemps sans prononcer un mot. « Ça ne me plaît pas, ces histoires, » dit Jorun, lorsqu'elles s'approchèrent du toit de l'allée des trèfles. Elle s'arrêta devant le portail et fit mine de s'en retourner. « Mais personne ne t'a demandé si ça te plaisait. La philosophie n'a jamais prétendu être un simple jeu de société. Ça parle de qui nous sommes et d'où nous venons. Tu trouves qu'on apprend suffisamment de choses à l'école, toi ? Personne ne peut répondre à des questions pareilles. Peut-être, mais nous n'apprenons même pas à nous poser ce genre de questions. » Le potage du samedi fumait déjà sur la table quand Sophie entra dans la cuisine. Il n'y eut aucune remarque sur le fait qu'elle n'avait pas rappelé de chez Jorun. Après le repas, elle déclara qu'elle avait envie d'aller faire la sieste en laissant sous-entendre qu'elle n'avait pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. Ce qui était somme toute plutôt normal quand on passe la nuit chez une amie. Avant de se coucher, elle se regarda dans le grand miroir en laiton qu'elle avait accroché au mur. Elle n'y vit d'abord que son visage blême aux traits tirés. Puis, elle crut tout à coup distinguer le contour très flou d'un autre visage en filigrane du sien. Sophie prit une ou deux bonnes profondes inspirations. Il s'agissait de garder la tête froide. Sous son visage pâle, encadré des cheveux noirs qui ne toléraient aucune autre coiffure que celle de la nature, c'est-à-dire lisse et tombant droit, transparaissait aussi l'image d'une autre jeune fille. L'inconnue mit soudain toute son énergie à cligner des yeux. C'était comme si elle avait voulu par ce biais signaler sa présence.
Cela ne dura qu'un bref instant, puis elle disparut. Sophie s'assit sur le lit. Elle ne douta pas une seconde que c'était Hyde, qu'elle venait de voir dans la glace. Elle avait eu l'espace de quelques secondes le temps d'entrevoir son visage sur le certificat de scolarité trouvé dans le chalet. Et c'était bien la même fille qu'elle venait de voir dans le miroir. N'était-ce pas bizarre qu'il lui arrivât toujours des choses étranges de ce genre quand elle était morte de fatigue ? Elle finissait par se demander après si elle n'avait pas tout bonnement rêvé. Sophie mit ses vêtements sur une chaise et se glissa sous sa couette. Son sommeil fut troublé par un drôle de rêve, à la fois marquant et clair. Elle rêva qu'elle se trouvait dans un vaste jardin qui donnait sur un petit hangar rouge à bateaux. Sur la jetée, près du hangar, était assise une jeune fille aux cheveux clairs qui scrutait la mer. Sophie allait vers elle et s'asseyait à ses côtés. Mais c'était comme si l'inconnue ne remarquait pas sa présence. « Hyde, c'est moi, Sophie !» dit-elle en se présentant. Mais l'inconnue ne pouvait ni la voir ni l'entendre. « Tu m'entends, Hyde ? Ou est-ce que tu es sourde et aveugle ?» prononçait Sophie. En effet, l'inconnue ne percevait pas les paroles de Sophie. Puis, on entendait tout à coup une voix d'homme crier « Hyde, chérie !» Immédiatement, la jeune fille se levait et remontait vers la maison en courant. Elle n'était donc ni sourde ni aveugle. Un homme qui n'était pas tout jeune courait à sa rencontre. Il portait un uniforme et un béret bleu. L'inconnu se jetait à son cou. L'homme la faisait tourner dans les airs. Sophie remarquait alors que l'inconnu avait laissé une chaîne avec une petite croix en or sur le bord de la jetée et la ramassait. Là-dessus, elle se réveilla. Sophie regarda sa montre. Elle avait dormi quelques heures. Elle se redressa dans son lit et réfléchit à son rêve étrange. Il s'imposait si clairement à son esprit qu'elle avait l'impression de l'avoir vraiment vécu. Sophie était persuadée que la maison la jetée qu'elle avait vue dans son rêve existait quelque part. N'était-il pas peint sur le tableau qui se trouvait dans le chalet du major ? En tout cas, la jeune fille ne pouvait être que Hyde Mollerknag. Et l'homme, son père, qui revenait du Liban dans son rêve, il ressemblait un peu à Albert Knox. Quand Sophie se décida enfin à mettre un pied hors de la couette et voulut faire son lit, elle découvrit sous l'oreiller une chaîne en or avec une croix. Au dos de la croix étaient gravées 3 initiales, H.M.K. Ce n'était pas la première fois que Sophie rêvait qu'elle trouvait des objets précieux, mais c'était bien la première fois qu'elle en trouvait un dans un rêve. « Ça, c'est trop fort !» s'exclama-t-elle à haute voix. Elle était si en colère qu'elle ouvrit la porte du placard et se contenta de lancer sur l'étagère du haut la jolie chaîne qui alla rejoindre le foulard rouge, le mi-bas blanc et toutes les cartes postales du Liban. Le dimanche matin, Sophie fut réveillée pour prendre un copieux petit déjeuner avec des petits pains chauds, du jus d'orange, un œuf et une salade à l'italienne. Il était rare que sa mère soit levée avant elle le dimanche, mais quand ça arrivait, elle mettait un point d'honneur à préparer un bon petit déjeuner avant de réveiller sa fille. Tandis qu'elle déjeunait, sa mère dit « Il y a un chien que je ne connais pas dans le jardin. Il a traîné autour de la vieille haie toute la matinée. Tu n'aurais pas une idée par hasard de ce qu'il fait là ?» « Mais si !» laissa échapper Sophie, qui se tut aussitôt, se rendant compte qu'elle avait trop parlé. « Il est déjà venu ?» Sophie s'était déjà levée et jeta un coup d'œil par la fenêtre du salon qui donnait sur le grand jardin. Hermès montait la garde devant l'entrée secrète de son quartier général. Que dire ? Elle n'eut pas le temps de se préparer que déjà sa mère était à ses côtés. « Tu dis qu'il est déjà venu ici ?» Oh, il a dû enterrer un os et il revient déterrer son trésor. Oh, les chiens aussi ont de la mémoire, hein. C'est possible, Sophie. Dans la famille, c'est toi la psychologue pour animaux. Sophie réfléchit et prit une décision. Je vais le suivre jusqu'à chez lui, dit-elle. Bah, tu sais où il habite ? Elle haussa les épaules. Oh, il porte certainement un collier avec son adresse dessus, hein. Quelques minutes plus tard, Sophie franchissait la porte d'entrée. À peine Hermès l'eut-il aperçu qu'il se leva en remuant la queue comme un fou et lui fit la fête. « Bon chien, Hermès, bon chien !» dit Sophie. Elle savait que sa mère l'observait de la fenêtre, pourvu qu'il ne passe pas la haie.
Mais le chien courut vers le chemin de gravier devant la maison, traversa la petite cour et fit mine de sauter par-dessus le portail. Une fois de l'autre côté, Hermès continua à la devancer de quelques mètres. Le sentier serpentait à présent entre les pavillons. Sophie et Hermès n'étaient pas les seuls à se promener par ce dimanche après-midi. Des familles entières étaient de sortie et marchaient d'un bon pas. Sophie eut une pointe d'envie en les regardant. Il arrivait que Hermès suivît les traces d'un autre chien, ou renifla quelque chose dans la fosse et disparaisse alors quelques instants. Mais Sophie lui ordonnait « Hermès, viens ici !» et il revenait trotter à côté d'elle. Ils eurent tôt fait de traverser un ancien parc portuaire, un grand stade et un jardin public. Ils débouchèrent dans un quartier plus animé et continuèrent à se diriger vers la ville en suivant une large avenue surmontée de ponts et où circulaient des tramways. Une fois dans le centre-ville, Hermès traversa la grande place et remonta la rue de l'église. Ils atteignirent la vieille ville où se pressent de vastes demeures de la fin du siècle dernier. Il était presque 1h30 et ils se trouvaient maintenant à l'autre bout de la ville. Il était rare que Sophie s'aventurât si loin. Une fois seulement, quand elle était petite, elle avait rendu visite à une vieille tante qui habitait dans ce coin-là. Ils parvinrent à une petite place levée entre les vieilles bâtisses qui portait curieusement le nom de Nouvelle Place, alors que les fondations de cette partie de la ville remontaient au Moyen-Âge. Hermès alla droit vers l'entrée du numéro 14, et tandis que Sophie ouvre la porte, elle sentit comme une crampe à l'estomac. Dans l'entrée, il y avait un panneau avec des boîtes aux lettres vertes. Sophie remarqua qu'une carte postale était collée sur une des boîtes de la rangée supérieure. La carte portait le tampon de la poste indiquant que le destinataire n'habitait pas à cette adresse. Le destinataire était Haie de Molerknag, Nouvelle Place, numéro 14. Le cachet indiquait le 15-6. Il restait encore 2 semaines jusqu'à cette date, mais le postil n'y avait visiblement pas prêté attention. Sophie détacha la carte de la boîte aux lettres et lut. Cher Hyde, Sophie arrive à présent à la maison du professeur de philosophie. Elle aura bientôt 15 ans, alors que toi tu les as eus hier. À moins que ce ne soit aujourd'hui, ma petite Hyde. Si c'est aujourd'hui, c'est en tout cas plus tard dans la journée. Il faut dire que nos montres ne sont pas toujours réglées sur la même heure. Une génération vieillit tandis qu'une autre voit le jour. Pendant ce temps, l'histoire poursuit son chemin. As-tu jamais pensé à comparer le déroulement de l'histoire avec la vie d'un homme ? L'Antiquité serait l'enfance, puis viendrait le long Moyen-Âge, semblable à un jour d'école dans l'Europe. Mais voilà la Renaissance. La classe interminable est finie, et la jeune Europe trépine et piaffe d'impatience à l'idée de se jeter dans l'existence. On pourrait aller jusqu'à dire que la Renaissance correspond aux 15 ans de l'Europe. Nous sommes en plein mois de juin, mon enfant. Dieu qu'il fait bon vivre et que la vie est belle. PS. J'ai été désolée d'apprendre que tu avais perdu ta croix en or. Il faut que tu apprennes à faire plus attention à tes affaires. Amicalement, ton papa, qui est juste au coin de la rue. Hermès était déjà en train de monter l'escalier. Sophie garda la carte à la main et le suivit. Elle dut monter les marches 4 à 4 pour ne pas le perdre de vue. Il agitait joyeusement la queue. Ils dépassèrent le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième étage. On débouchait ensuite sur un escalier étroit qui montait encore plus haut. Il n'allait quand même pas grimper jusqu'au toit. Mais Hermès s'attaqua à l'escalier avant de s'arrêter devant une porte étroite à laquelle il se mit à gratter. Sophie entendit de l'intérieur des pas s'approcher. La porte s'ouvrit et Alberto Knox apparut. Il avait changé de costume, mais aujourd'hui aussi il s'était déguisé. Il portait des mi-bas blancs, un pantalon bouffant rouge et une veste jaune avec des manches gigots. Il faisait penser à un joker dans un jeu de cartes. À l'évidence, il portait des vêtements typiques de la Renaissance. « Espèce de clown !» s'écria Sophie en l'écartant pour entrer dans l'appartement. De nouveau, le professeur de philosophie dut faire les frais de l'attitude quelque peu cavalière de Sophie, qui en fait n'en menait pas si large que ça.
La carte qu'elle avait trouvée dans l'entrée n'arrangeait rien. Il n'y a vraiment pas de quoi se mettre dans cet état, mon enfant, dit Alberto en refermant la porte. Tiens, voici le courrier, dit Sophie en lui tendant la carte comme si elle l'en tenait pour responsable. Alberto lut ce qui était écrit sur la carte et secoua la tête. Oh, il ne manque vraiment pas d'air, celui-là. On dirait qu'il se sert de nous pour distraire sa fille de jour en jour jusqu'à son anniversaire. En disant ces mots, il prit la carte et la déchira en 1000 morceaux et qu'il alla la jeter à la corbeille à papier. Il est écrit sur cette carte que Hyde a perdu une croix en or, dit Sophie. Oui, j'ai lu. Eh bien, j'ai justement retrouvé cette croix à la maison, dans mon lit. Tu peux m'expliquer ce qu'elle fait là ? Alberto la regarda droit dans les yeux. Cela peut être de l'effet... Ça fait peut-être de l'effet, mais au fond, il n'y a rien de plus simple comme truc. Ça ne lui demande aucun effort. Essayons plutôt de nous intéresser au grand lapin blanc qui sort du chapeau haute forme de l'univers. Ils passèrent au salon et jamais Sophie n'avait vu un salon aussi bizarre. Alberto habitait dans une sorte de loft avec des murs mansardés. Dans le toit, on avait pratiqué une ouverture qui laissait paraître la lumière crue du ciel. La pièce avait aussi une fenêtre qui donnait sur la rue, laissant le regard se perdre au loin au-delà des vieilles demeures. Le plus surprenant restait toutefois la manière dont était meublée cette grande pièce. C'était un vrai capharnaüm de meubles et d'objets de toutes les époques. Il y avait un canapé probablement des années 30, un vieux secrétaire de la fin du 19e et un fauteuil qui devait bien dater de plusieurs siècles. Sur les étagères et les armoires s'amoncelaient des quantités de bibelots perdus au milieu d'objets d'utilité courante. Il y avait des montres, des brocs, des mortiers, des cornues, des couteaux, des poupées, des plumes-doigts, des presse-livres, des oxtants, des sextants, des compas, des baromètres anciens. Tout un mur était tapissé de livres. Mais ce n'était pas le genre de livres qu'on trouve en librairie. La bibliothèque abritait une vraie collection de bibliophiles. Au mur étaient accrochés des dessins et des tableaux, certains plutôt récents, d'autres très anciens. On y voyait aussi affichées plusieurs vieilles cartes de géographie plus qu'approximatives. Sophie restait là, médusée. Elle tournait la tête de gauche à droite pour examiner les moindres recoins de la pièce. « Tu collectionnes toutes ces vieilleries ?» finit-elle par dire. « Si l'on veut, mais songe à tous les siècles d'histoire présents dans cette pièce. Moi, je n'appellerais pas cela de vieillerie. » Tu tiens un magasin d'antiquités ou quelque chose dans le genre ? Une ombre de mélancolie passa sur le visage d'Alberto. Tout le monde ne saurait se laisser emporter dans le fleuve de l'histoire, Sophie. Il faut bien que certains s'arrêtent et ramassent ce qui reste sur les berges du fleuve. Oh, c'est une drôle de façon de voir les choses. Mais c'est vrai, mon enfant. Nous ne vivons pas seulement à notre époque. Nous portons toute notre histoire avec nous. Rappelle-toi que tout ce qui est ici dans cette pièce a été un jour flambant neuf. Cette pitoyable poupée en bois du XVe siècle peut être fabriquée pour les 5 ans d'une petite fille, par son vieux grand-père peut-être. Puis elle a eu 10 ans, Sophie. Elle devint adulte et se maria. Peut-être eut elle aussi une fille à qui elle donna la poupée à son tour. Elle vieillit et un jour mourut. Elle avait pourtant vécu objectivement une longue vie, mais elle finit quand même par mourir. Et elle ne reviendra jamais. Au fond, elle ne fit qu'une courte visite sur Terre. Mais sa poupée, eh bien, elle est encore là sur l'étagère. Tout devient si déprimant et dramatique quand tu présentes les choses sous cet angle. Mais la vie est à la fois déprimante et dramatique. On nous laisse pénétrer dans un monde merveilleux, nous rencontrer et nous saluer, même faire un bout de chemin ensemble. Puis, nous nous perdons de vue et disparaissons aussi brusquement que nous sommes venus la première fois. Je peux te poser une question. Nous ne jouons plus à cache-cache, à ce qu'il me semble. Pourquoi t'étais-tu installé dans le chalet du Major ? C'était pour que nous ne soyons pas trop éloignés l'un de l'autre, puisque nous communiquions seulement par lettres. Je savais que plus personne n'y habitait depuis bien longtemps. Alors tu as décidé de t'y installer ? Oui, je m'y suis installée. Alors comment se fait-il que le père de Hyde soit au courant ? Il sait pratiquement tout, si je ne me trompe. De toute façon, je ne comprends pas comment on obtient du facteur qui délivre du courrier en pleine forêt.
Alberto eut un sourire de satisfaction. Oh, ce genre de chose n'est qu'une bagatelle pour le père de Hyde. Un banal truc de prestigitateur. Un vulgaire tour de passe-passe. Nous sommes peut-être les personnes les plus surveillées du monde. Sophie se sentit gagnée par l'indignation. Si jamais je le rencontre, je lui arrache les yeux. Alberto alla s'asseoir sur le canapé. Sophie le suivit et choisit un fauteuil bien confortable. Seule la philosophie peut nous rapprocher du père de Hyde, dit-il enfin. Aujourd'hui, je vais te parler de la Renaissance. D'accord. Quelques années après saint Thomas d'Aquin, la grande culture chrétienne se lézarda. La philosophie et la science se détachèrent progressivement de la théologie de l'Église, mais cela eut aussi pour conséquence que la vie religieuse eut un rapport plus libre avec la raison. De plus en plus de personnes mirent l'accent sur l'impossibilité d'approcher Dieu par la raison, car Dieu est par nature inconcevable pour l'esprit. Le plus important pour l'être humain n'est pas de comprendre le mystère divin, mais de se soumettre à la volonté de Dieu. Je comprends. Et la vie religieuse faisant enfin bon ménage avec la science, on vit l'avènement d'une nouvelle méthode scientifique et d'une nouvelle conviction religieuse qui permirent les deux grands bouleversements du XIVe et XVe siècle, à savoir la Renaissance et la Réforme. Prenons une chose à la fois. La Renaissance est un grand mouvement de renouveau culturel à la fin du XIVe siècle. Il vit le jour en Italie du Nord, mais s'étendit rapidement durant le XVe et XVIe siècle. Est-ce que tu n'as pas dit une fois que le mot Renaissance signifie naître une deuxième fois ? Très juste. Et ce qui devait renaître, c'était l'art et la culture de l'Antiquité. Nous avons un autre terme aussi, celui d'humanisme, parce que de nouveau, on partait de l'homme, alors que le Moyen-Âge avait considéré chaque action et chaque vie à la lumière de Dieu. Revenir aux sources, c'est-à-dire revenir à l'humanisme de l'Antiquité, c'est ce qui devint le mot d'ordre. On assista, pour ainsi dire, à un nouveau sport national, celui de déterrer les vieilles sculptures et des inscriptions antiques. Apprendre le grec redevint aussi à la mode, ainsi que les études sur la culture grecque. Étudier l'humanisme grec avait, détail non négligeable, un but pédagogique, car la connaissance des langues anciennes donnait une culture classique et développait ce qu'on appelle communément les qualités humaines. On met au monde les chevaux, avait-on coutume de rappeler, mais on ne met pas au monde les hommes, on les éduque pour qu'ils le deviennent. Tu veux dire que c'est par l'éducation qu'on devient un homme ? Oui, en gros, c'est ça. Mais avant d'examiner de plus près les idées de l'humanisme de la Renaissance, nous allons dire quelques mots sur son arrière-plan politique et culturel. Alberto se leva et se mit à arpenter la pièce. Il finit par s'arrêter et montra du doigt un très vieil instrument posé sur une étagère. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « On dirait une vieille boussole. »« Tout juste. » À présent, il montrait du doigt un vieux fusil accroché au-dessus du canapé. Et ça ? Un ancien fusil. Bon, et ça ? Alberto prit un livre de la bibliothèque. C'est un vieux livre. Alors, disons que pour être plus précis, c'est un incunable. Un incunable. En fait, cela veut dire berceau. On emploie ce terme à propos de livres qui furent imprimés à l'époque qui marque l'enfance de l'imprimerie, c'est-à-dire avant le XVe siècle. Et vraiment si vieux que ça ? Oh oui, aussi vieux que ça. Ces trois inventions que je t'ai montrées, la boussole, la poudre et l'imprimerie, vont jeter les bases de cette nouvelle époque que nous appelons la Renaissance. Attends, j'ai pas bien compris. La boussole facilite la navigation. En d'autres termes, elle est en partie à la base des grandes découvertes. De même que, dans une certaine mesure, la poudre. Les nouvelles armes rendirent les Européens mieux armés comparés aux cultures américaines et asiatiques. Et en Europe aussi, la poudre joua un grand rôle. Quant à l'imprimerie, elle permit de répandre les nouvelles idées de l'humanisme, de la Renaissance, contribuant de manière fort active à faire perdre à l'Église son vieux monopole de détenteur du savoir.
Par la suite, on inventa de nouveaux instruments et de nouveaux outils à tour de bras. Le télescope fut par exemple un instrument d'une extrême importance, puisque grâce à lui, l'astronomie connut un essor incomparable. Et pour finir, on inventa les fusées, les navettes spatiales pour atterrir sur la Lune. Non, là tu brûles les étapes. Cela dit, la Renaissance marqua le début d'un processus qui aboutit à ce que des hommes marchent sur la Lune, ou, d'un autre point de vue, à Hiroshima et Tchernobyl. Tout commença par une série de transformations sur le plan culturel et économique, et principalement le passage d'une économie familiale à une économie monétaire. Vers la fin du Moyen Âge, des villes s'étaient développées avec une main-d'œuvre énergique, un commerce de nouvelles marchandises et une économie fondée sur la banque et la libre circulation de l'argent. On assista à la formation d'une bourgeoisie qui s'était dans une large mesure libérée des contingences de la nature grâce à son travail. Tout ce qui était nécessaire pour vivre pouvait être acheté contre de l'argent. Cela encourageait le travail bien fait, l'imagination et la création. L'homme, en tant qu'individu, dut relever de nouveaux défis. Cela rappelle un peu comment se sont formées les cités grecques il y a 2000 ans. Oui, c'est une bonne remarque. Je t'ai raconté comment la philosophie grecque s'était détachée d'une conception mythique du monde qui était liée à la culture paysanne. De la même manière, les bourgeois de la Renaissance ont commencé à se libérer des seigneurs féodaux et de l'hégémonie de l'Église. Dans le même temps, la culture grecque fut redécouverte grâce à des contacts plus étroits avec les Arabes en Espagne et la culture byzantine dans l'est de l'Europe. Les trois fleuves de l'Antiquité se sont à nouveau fondus dans un même courant. Je vois que tu apprends bien tes leçons. Bon, voilà grosso modo le contexte de la Renaissance. Parlons à présent des nouvelles idées. Dépêche-toi parce qu'il faut que je sois rentrée pour déjeuner. Alberto se rassit sur le canapé et regarda Sophie dans les yeux. La Renaissance introduisit avant tout une nouvelle conception de l'homme. Les humanistes de la Renaissance avaient une foi toute nouvelle en l'homme et en sa valeur qui contrastait terriblement avec le parti pris du Moyen-Âge qui ne voyait en l'homme qu'un pécheur. L'homme fut dès lors considéré comme quelque chose d'infiniment grand et précieux. Un des grands personnages de la Renaissance s'appelait Marsilio Ficino. Il s'écria « Connais-toi toi-même, ô race divine déguisée en homme ». Un autre, Pic de la Mirandole, rédigea un discours sur la dignité de l'homme, chose impensable au Moyen-Âge, où tout parlait de Dieu. Les humanistes de la Renaissance parlaient de l'homme lui-même. Mais qu'est-ce qu'avaient fait les philosophes grecs aussi? C'est ce qu'avaient fait les philosophes grecs aussi. Oui, et c'est pourquoi nous parlons d'une deuxième naissance de l'humanisme antique. Mais l'humanisme de la Renaissance met plus l'accent sur l'individualisme. Nous ne sommes pas seulement des êtres humains, nous sommes aussi des individus uniques, d'où le risque d'aduler le génie en tant que tel. L'idéal devint ce que nous appelons l'homme de la Renaissance, c'est-à-dire un être humain qui s'intéresse à tout ce qui a trait à la vie, l'art ou la science. Ce n'est pas un hasard si on se passionna à cette époque pour l'anatomie du corps humain. Comme dans l'Antiquité, on commença par disséquer des morts pour analyser comment le corps était constitué. Ce fut utile pour la science et pour l'art. On recommença en art à peindre l'homme nu, mettant ainsi fin à 1000 ans de pudeur. L'homme osait à nouveau être lui-même. Il n'avait plus de raison d'avoir honte. À t'entendre, on dirait une sorte d'ivresse, dit Sophie, en se penchant au-dessus d'une petite table qui se trouvait entre elle et le professeur de philosophie. Incontestablement, la nouvelle conception de l'homme conduisit à une toute nouvelle façon de vivre. L'homme n'existait plus seulement pour servir Dieu. Ce dernier avait aussi conçu les hommes pour eux-mêmes. Il incombait donc aux hommes de se réjouir de la vie ici et là. Et quand l'homme pouvait s'épanouir en toute liberté, ses capacités ne connaissaient plus de frontières, puisqu'il s'agissait au contraire d'aller toujours plus loin. Cela aussi était nouveau par rapport à l'humanisme de l'Antiquité, car les anciens insistaient plutôt sur le repos des sens, la mesure et la maîtrise de soi.
Tu veux dire que les humanistes de la Renaissance ont perdu le contrôle d'eux-mêmes? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'étaient pas des champions de la modération. Le monde entier leur paraissait enfin se réveiller d'un très long sommeil. Il eut une extraordinaire prise de conscience de leur époque qui les conduisit à appeler Moyen-Âge tous les siècles intermédiaires entre l'Antiquité et eux, et on assista dans tous les domaines à un épanouissement exceptionnel. L'art, l'architecture, la littérature, la musique, la philosophie et la science. Prenons un exemple. Nous avons parlé de la Rome antique qu'on avait surnommée la ville des villes et de nombril du monde. Au cours du Moyen-Âge, Rome tomba dans l'oubli et en 1417, la ville qui avait compté jusqu'à 1 million d'habitants n'en abritait plus que 17 000. C'est à peu près la population de l'Islande. Les humanistes de la Renaissance se donnèrent pour tâche de relever Rome. On entreprit de construire une vaste basilique sur la tombe de l'apôtre Pierre. Concernant la basilique Saint-Pierre, il est clair qu'on ne saurait parler de mesure et de retenue. Divers grands personnages de la Renaissance furent invités à participer à ce qui était à l'époque le plus grand projet d'architecture du monde. Le chantier commença en 1506 et s'étendit sur 120 années. Et il fallut encore attendre 50 ans avant que la place Saint-Pierre fût tout à fait terminée. Ça a dû devenir une église gigantesque. Elle mesure 200 mètres de long, 130 mètres de haut et une superficie de 16 000 mètres carrés. Cela en dit assez long sur l'audace des hommes de la Renaissance, non? Cette époque apporta aussi une nouvelle conception de la nature. Que les hommes se sentent heureux de vivre et ne considèrent plus seulement leur séjour sur Terre comme une préparation à la vie dans le ciel, modifia totalement leur rapport avec le monde physique. La nature devint quelque chose de positif, et Dieu existait au sein de la création. Puisqu'il était infini, il devait pouvoir être partout. On a appelé cette conception le panthéisme. On qualifiait la nature de divine, c'est-à-dire qu'elle était le déploiement de Dieu. On devine que l'Église regarda d'un mauvais œil toutes ces nouvelles idées. Et ce qui arriva à Giordano Bruno l'illustre de manière dramatique. Il prétendit non seulement que Dieu était la totalité du réel, mais que l'univers était infini. Ces deux affirmations lui valurent une peine très sévère. Comment ça? Il fut brûlé sur la place du marché aux fleurs de Rome, Campo di Fiori, en 1600. Mais c'est horrible, et surtout complètement idiot, et c'est ça que tu appelles l'humanisme? Non, pas du tout. Bruno était l'humaniste, pas ses bourreaux. Il y eut aussi sous la Renaissance un mouvement anti-Renaissance. J'entends par là l'autorité toute puissante de l'Église et de l'État. Ainsi on jugea des hérétiques et on brûla des sorcières car la magie et la superstition étaient florissantes. Il y eut les guerres de religion sans oublier la violente conquête de l'Amérique. L'humanisme a toujours connu un arrière-plan plus sombre. Aucune époque n'a été toute bonne ou toute mauvaise. Le bien et le mal sont deux fils qui traversent toute l'histoire de l'humanité, et bien souvent ils sont tissés ensemble. Cela est également vrai pour le prochain mot clé que l'on doit à la Renaissance, à savoir l'apparition d'une nouvelle méthode scientifique. Est-ce à cette époque que l'on a construit les premières usines? Pas vraiment tout de suite. La Renaissance introduisit un nouveau rapport à la science permettant de grandes innovations techniques. Et en quoi consistait cette nouvelle méthode? Il s'agissait tout d'abord d'observer la nature avec nos propres sens. Dès 1300, plusieurs personnes exprimaient leurs réserves quant à une confiance aveugle dans les anciennes autorités qui étaient les dogmes de l'Église et la philosophie de la nature d'Aristote. C'était un leurre de croire qu'il suffisait de réfléchir pour résoudre un problème, quel qu'il soit, alors que le Moyen-Âge avait toujours clamé haut et fort la toute-puissance de la raison. On décréta dorénavant que chaque observation de la nature devait être soumise à la perception de nos sens, à notre expérience et à notre expérimentation. C'est ce qu'on appelle la méthode empirique. Ce qui signifie
que l'on construit son savoir sur les choses à partir de sa propre expérience et non à partir de vieux parchemins poussiéreux ou de chimères. Dans l'Antiquité aussi, l'empirisme a existé. Aristote, encore lui, fit de nombreuses et passionnantes observations de la nature, mais des expérimentations systématiques, ça, c'était radicalement nouveau. Il ne disposait bien sûr pas de tous les appareils d'aujourd'hui. Il n'avait évidemment ni machine à calculer, ni balance électronique, mais il connaissait les mathématiques et ils avaient des balances. Il était plus important que jamais de retranscrire toutes les observations scientifiques dans un langage mathématique précis. Mesure ce qui est mesurable et rend mesurable ce qui ne peut pas être mesuré, dit Galilée, l'un des plus grands scientifiques du XVIe siècle. Selon lui, la nature est écrite dans un langage mathématique. Et toutes ces expérimentations et ces mesures ouvrirent la voie aux nouvelles inventions. La première phase fut l'élaboration de cette nouvelle méthode. Elle permit une révolution technique qui elle-même rendit possible toutes les découvertes ultérieures. En d'autres termes, les hommes commencèrent par se libérer des contingences naturelles. La nature n'était plus quelque chose dont l'homme se contentait de faire partie et elle devenait quelque chose dont on peut avoir besoin et se servir. Le savoir est le pouvoir, déclara le philosophe anglais Francis Bacon, exprimant par cette phrase l'utilité de la connaissance. Cela était une grande nouveauté. Les hommes s'attaquaient à la nature et s'en rendaient maîtres. Mais pas seulement de manière positive, n'est-ce pas ? Et non, et là encore, le bien et le mal sont intimement tissés dans toutes les actions de l'homme. L'essor de la technique qui s'amorça à la Renaissance est à l'origine des machines à filer et du chômage, des médicaments et des nouvelles maladies. Et même de la culture intensive et de l'appauvrissement des terres. De l'électroménager, de la machine à laver et autres réfrigérateurs. Mais aussi, effectivement, de la pollution, des problèmes de déchets. Toutefois, ce n'est pas dû qu'au mauvais usage de la technique, et non à la technique elle-même. Derrière toutes les menaces qui pèsent sur le monde d'aujourd'hui, beaucoup voient dans l'essor de la technique un facteur déterminant. D'aucuns soulignent que l'homme a mis en marche un processus qu'il n'est plus en mesure de contrôler. Mais les bonnes âmes optimistes pensent que nous sommes encore dans l'enfance de la technique et que si la civilisation technique a eu ses maladies infantiles, les hommes apprendront peu à peu à maîtriser la nature sans pour autant la mettre en danger de mort. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Il y a du vrai dans les deux points de vue. Dans certains domaines, il faut que les hommes cessent de malmener la nature. Mais nous pouvons par ailleurs continuer à agir en toute bonne conscience. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que nous ne retournerons jamais au Moyen-Âge. Puisqu'à partir de la Renaissance, l'homme n'a plus seulement été une partie de la création, mais a commencé à transformer la nature et à la modeler à son image. Cela en dit long sur cette étrange créature qu'est l'homme. Nous avons déjà marché sur la Lune. Aucun homme du Moyen-Âge n'aurait cru que c'était possible, non ? Ça, tu peux le dire. Cela nous amène à aborder la question de la nouvelle représentation du monde. À travers tout le Moyen-Âge, les hommes vivaient sous le ciel et levaient les yeux vers le soleil, la lune, les étoiles et les planètes. Mais personne n'avait jamais mis en doute que la Terre fût au centre de l'univers. Aucune observation n'avait pu jeter le doute sur l'immobilité de la Terre et le mouvement de rotation des corps célestes autour de la Terre. C'est ce que nous appelons l'image géocentrique du monde, à savoir que tout tourne autour de la Terre. La représentation chrétienne de Dieu trônant au-dessus de tous les corps célestes contribuait à maintenir une telle conception. Ah, si tout pouvait être aussi simple. Mais en 1543 parut un opuscule intitulé « Du mouvement des corps célestes » écrit par un astronome polonais du nom de Nicolas Copernic et qui mourut le jour même de la parution du livre. Copernic prétendait que ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, mais le contraire. L'observation des corps célestes lui permettait en tout cas, disait-il, de soutenir une telle affirmation.
Lorsque les hommes croyaient que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre, c'était en réalité la Terre qui tournait autour de son propre axe. Toutes les observations concernant les corps célestes s'expliquaient beaucoup plus facilement. Et si l'on partait de l'hypothèse que la Terre et les autres planètes décrivaient un parcours bien défini autour du Soleil, c'est ce que nous appelons une conception du monde héliocentrique, c'est-à-dire qui tourne autour du Soleil. Et cette conception du monde était juste? Pas entièrement. Sa principale thèse, à savoir que la Terre tournait autour du Soleil, est exacte, bien sûr. Mais il prétendait aussi que le Soleil était au centre de l'univers. Nous savons aujourd'hui que le Soleil n'est pas qu'une étoile parmi une multitude d'étoiles, et que toutes les étoiles autour de nous ne forment qu'une galaxie parmi des milliards d'autres galaxies. Copernic croyait en outre que la Terre et les autres planètes décrivaient des cercles autour du Soleil. Et c'est pas exact? Non, l'idée de ces mouvements circulaires venait uniquement de la vieille conception qui prétendait que les corps célestes étaient tout ronds et avaient un mouvement de rotation circulaire parce qu'ils étaient célestes. Dans l'époque de Platon, la sphère et le cercle étaient considérés comme les formes géométriques les plus parfaites. Il fallut attendre le début du XVIe siècle pour qu'un astronome allemand, Johannes Kepler, expose les conclusions d'observations très poussées qui prouvaient que les planètes décrivent des ellipses, c'est-à-dire des trajectoires ovales, le Soleil étant l'un des deux foyers. La vitesse des planètes augmente au fur et à mesure que celles-ci se rapprochent du Soleil et inversement, les planètes ralentissent lorsqu'elles s'en éloignent. Kepler fut donc le premier à mettre la Terre sur le même plan que les autres planètes et à affirmer que l'univers tout entier est régi par les mêmes lois physiques. Comment pouvait-il en être sûr ? Parce qu'il avait analysé le mouvement des planètes en réinterprétant les observations des astronomes de l'Antiquité. À la même époque que Kepler vivait le célèbre savant Galilée, qui examinait les corps célestes au télescope. Il étudia les cratères de la Lune et mit en évidence que s'y trouvaient des montagnes, des vallées, exactement comme sur la Terre. Il découvrit en outre que la planète Jupiter avait 4 lunes. La Terre n'est donc pas la seule planète à avoir une lune. Malgré tout, la contribution essentielle de Galilée fut d'avoir été le premier à formuler ce qu'on appelle la loi de l'inertie. C'est quoi ? Galilée la formule en ces termes. La vitesse originelle d'un corps céleste se maintiendra très exactement tant que les causes extérieures d'accélération ou de ralentissement n'interviennent pas. Je ne vois pas le problème. Mais si, c'est une observation importante, car depuis l'Antiquité, un des arguments majeurs contre la théorie de la rotation de la Terre était de dire que si cette théorie était juste, une pierre lancée droit en l'air aurait dû retomber plusieurs mètres plus loin. Pourquoi c'est pas le cas ? Si tu te trouves dans un train et que tu laisses tomber une pomme, la pomme ne tombera pas plus loin vers l'arrière du fait que le train avance. Elle tombera tout droit à cause de la loi d'inertie. La pomme conserve la vitesse qu'elle avait avant que tu ne la laisses tomber. Je commence à comprendre. Bien entendu, les trains n'existaient pas à l'époque de Galilée. Mais si tu fais rouler une bille sur le sol et que soudain tu la lâches, la bille continue de rouler. Parce que la vitesse est maintenue même après que la bille ait été lâchée. Mais elle finira bien par s'arrêter toute seule si la chambre est assez grande. Oui, parce que d'autres forces freinent sa vitesse. Il y a eu d'abord le sol, surtout s'il s'agissait d'un parquet de bois non traité, puisqu'il y a la pesanteur qui tôt ou tard arrêtera la bille. Mais attends une seconde, je vais te montrer quelque chose. Alberto Knox se leva et se dirigea vers le vieux secrétaire. Il sortit quelque chose d'un des tiroirs et le posa sur la table du salon. C'était tout simplement une planche de bois épaisse de quelques millimètres à une extrémité et qui finissait en pointe de l'autre bout. À côté de la planche qui recouvrait presque toute la table, il posa une bille verte. C'est ce qu'on appelle un plan incliné, expliqua-t-il. À ton avis, que va-t-il se passer si je lâche la bille à l'endroit le plus épais de la planche ?
Sophie soupira un peu agacée par la démonstration. Je te parie 10 couronnes qu'elle va rouler sur la table et après tomber par terre. On va voir. Alberto lâcha la bille et celle-ci fit exactement ce que Sophie avait dit. Elle roula sur la surface de la table, tomba sur le plancher avec un petit bruit sec et finit sa course contre le seuil de la porte. Impressionnant, dit Sophie. Oui, n'est-ce pas? C'est précisément à ce type d'expérience que Galilée s'intéressait, tu comprends? Elle était vraiment aussi idiot que ça? Du calme. Il voulait tout examiner avec ses propres sens. C'est ce que nous venons de voir. Ce n'est qu'un commencement. Peux-tu m'expliquer pourquoi la bille a roulé en bas du plan incliné? Elle a commencé à rouler parce qu'elle avait un certain poids. Très bien. Et le poids, qu'est-ce que c'est, mon enfant? C'est vraiment une question stupide. Hein. Pas si stupide que ça, puisque tu n'es pas en mesure de me répondre. Pourquoi la bille a-t-elle roulé par terre? À cause de la pesanteur. C'est cela même, ou de la gravité, comme on l'appelle aussi. Le poids a donc à voir avec la pesanteur. C'est cette force qui a mis la bille en mouvement. Alberto avait déjà ramassé la bille par terre et la tenait de nouveau au-dessus du plan incliné. Observe attentivement le mouvement de la bille. Il se pencha et lança la bille, en essayant de la faire glisser de biais le long de la planche. Sophie vit la bille dévier un peu de sa trajectoire et rouler en bas du plan incliné. « Que s'est-il passé ?» demanda Alberto. Elle a roulé de travers parce que la planche est inclinée. Je vais à présent colorier la bille avec du feutre. Nous allons, de cette manière, mieux voir ce que tu entends par « de travers ». Il sortit un feutre et coloria toute la bille en noir. Puis il fit rouler la bille encore une fois. Sophie put voir très exactement où la bille avait roulé, puisqu'elle avait laissé des traces noires sur la planche. « Comment qualifierais-tu le mouvement de la bille ?» demanda Alberto. « Il est courbe. Ça ressemble à une partie d'un cercle. »« Voilà, tu l'as dit !» Alberto la regarda en haussant les sourcils. « Enfin, ce n'est pas tout à fait un cercle. On appelle cette figure une parabole. Si tu veux. Mais pourquoi la bille s'est-elle déplacée de cette façon ?» Sophie réfléchit un instant et finit par dire parce que la planche avait une pente et la bille est attirée vers le bas par la loi de la pesanteur. Oui, n'est-ce pas? C'est tout à fait remarquable. Je fais monter dans mon grenier la première jeune fille qui passe et elle aboutit avec une seule expérience aux mêmes conclusions que Galilée, dit-il en applaudissant. Sophie craignit une seconde qu'il ne soit devenu complètement fou. « Tu as vu, poursuivit-il, l'effet conjugué de deux forces sur le même objet. Galilée vérifia qu'il en était de même pour un boulet de canon, par exemple. On le tire en l'air et il continue sa course avant de venir s'écraser au sol. Il a alors décrit la même courbe que la bille de tout à l'heure sur un plan incliné. À l'époque de Galilée, c'était une découverte totale. Aristote croyait qu'un projectile lancé en l'air décrivait une légère courbe avant de retomber à la verticale sur la Terre. C'était donc faux. Et pour prouver l'erreur d'Aristote, il suffit tout bonnement d'en faire la démonstration. Ouais, mais j'en vois vraiment pas l'intérêt. Comment ça? C'est d'un intérêt cosmique, mon enfant. Cette expérience compte parmi les découvertes scientifiques les plus importantes de l'humanité. Alors je pense que tu vas m'expliquer pourquoi. Plus tard vint le physicien anglais Isaac Newton, qui vécut de 1642 à 1727. C'est à lui que nous devons la description définitive du système solaire et des mouvements des planètes. Il ne s'est pas contenté de décrire le mouvement des planètes autour du Soleil, mais il a expliqué pourquoi. Il s'est servi pour ce faire de ce que nous appelons la dynamique de Galilée. Est-ce que les planètes sont comme les billes sur un plan incliné? Quelque chose de semblable en un sens, mais pas si vite, Sophie. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Kepler avait déjà souligné qu'il devait exister une force qui attirait les planètes entre elles. Par exemple, le Soleil devait exercer une force qui obligeait les planètes à rester sur leur trajectoire.
Une force de ce type expliquait aussi pourquoi les planètes se déplacent plus lentement au fur et à mesure qu'elles s'éloignent du Soleil. Kepler pensait que le mouvement des marées, c'est-à-dire la variation du niveau de la mer, dépendait d'une force exercée par la Lune. Mais c'est vrai! Oui, c'est vrai! Mais Galilée contesta ce point. Il se moqua de Kepler qui avait soutenu l'idée que la Lune règne sur l'eau. Galilée ne croyait pas en effet que des forces de gravitation puissent agir sur de si grandes distances et entre les planètes. Là, il avait tort. Oui, sur ce point, il avait tort. Et c'est un peu troublant car il s'intéressait tout particulièrement à la force d'attraction terrestre et à la chute des corps sur la Terre. Il avait par ailleurs mis en évidence l'interaction de plusieurs forces sur les mouvements d'un seul corps. Mais tu as mentionné Newton. Oui, Newton vint et formula ce que nous appelons la loi de la gravitation universelle. Cette loi dit que chaque corps attire un autre corps avec une force qui est proportionnelle à la masse des corps et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Je commence à y voir plus clair. La force d'attraction est plus grande entre deux éléphants qu'entre deux souris, par exemple. Et la force d'attraction sera plus grande entre deux éléphants d'un même zoo qu'entre un éléphant en Inde et un éléphant en Afrique. Je vois que tu as compris ça. J'en viens à présent au point essentiel. Cette attraction ou gravitation est, selon Newton, universelle, ce qui veut dire qu'elle s'applique partout, même entre les planètes. On raconte qu'il eut cette intuition alors qu'il était assis sous un pommier. En voyant tomber une pomme, il se serait demandé si la Lune aussi subissait l'attraction terrestre, et si c'était pour cette raison qu'elle tournait éternellement autour de la Terre. C'était pas bête, encore que quoi, Sophie? Si la Lune subit la même attraction terrestre qui fait tomber une pomme, elle finirait par tomber elle aussi, au lieu de tourner indéfiniment autour de la Terre comme autour du pot. Voilà que nous pouvons aborder la loi de Newton sur les mouvements des planètes. Concernant la force d'attraction qu'exerce la Terre sur la Lune, tu as à moitié raison, ce qui veut dire que tu as à moitié tort. Tu veux savoir pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre, Sophie? Il est vrai que la Terre exerce sur la Lune une force d'attraction incroyable. Tu n'as qu'à t'imaginer quelle force il faut déployer pour soulever le niveau de la mer et d'1 mètre ou de 2 quand c'est marée montante. Je comprends pas bien. Pense au plan incliné de Galilée. Est-ce ce qui s'est passé quand j'ai fait rouler les billes de travers? Tu veux dire qu'il y a 2 forces différentes qui agissent sur la Lune? Exactement. Un jour, il y a fort longtemps, la Lune a été projetée avec une force terrible au loin, c'est-à-dire loin de la Terre. Cette force, elle la gardera pour l'éternité car elle se déplace dans un espace sans air et elle ne rencontre aucune résistance. Elle devait être attirée par la Terre en vertu de la loi de l'attraction terrestre. Oui, mais ces 2 forces sont constantes et s'exercent simultanément. C'est pourquoi la Lune continue à tourner indéfiniment autour de la Terre. C'est vraiment aussi simple? Oui, et justement cette simplicité que Newton tenait à mettre en évidence. Il démontra qu'un petit nombre de lois physiques sont valables en tout point dans l'univers. En ce qui concerne le mouvement des planètes, il s'était contenté d'appliquer 2 lois naturelles que Galilée avait déjà révélées. La première donc était la loi d'inertie que Newton formule en ces termes. Chaque corps continue à être dans son état d'immobilité ou de mouvement linéaire égal tant qu'il n'est pas contraint d'abandonner son état sous la pression de forces extérieures. L'autre loi était celle que Galilée avait démontrée pour l'appliquer aux billes sur un plan incliné. Newton a ainsi pu expliquer pourquoi toutes les planètes tournent autour du Soleil. Exactement. Toutes les planètes décrivent autour du Soleil des ellipses qui sont le résultat de 2 mouvements différents. Le premier mouvement en ligne droite est celui qu'elles ont reçu lors de la formation du système solaire et le deuxième est la conséquence de l'attraction universelle. Ah, mais c'est ingénieux! Je ne te le fais pas dire. Newton démontra que ces mêmes lois régissent tout l'univers. Il balaya ainsi définitivement toutes les vieilles croyances issues du Moyen-Âge, selon lesquelles le ciel obéirait à d'autres lois que la Terre. La représentation héliocentrique du monde fut enfin expliquée
et reconnut une bonne fois pour toutes. Sur ces mots, Alberto se leva et remit le plan incliné dans le tiroir où il l'avait pris. Il ramassa la bille, mais se contenta de la poser sur la table entre eux. Sophie n'en revenait pas de tout ce qu'elle avait pu déduire d'une simple planche inclinée et d'une bille. À regarder cette bille qui gardait des traces de feutre noir, elle ne pouvait s'empêcher de penser au globe terrestre. Elle demanda: et les hommes ont dû accepter l'idée de vivre sur une planète quelconque perdue dans un vaste univers? Oui, la nouvelle représentation du monde fut à maintes égards un choc terrible. On peut faire une comparaison avec l'effet qu'eut la théorie de Darwin plus tard quand il démontra que l'homme descendait des animaux. Dans les deux cas, l'homme perdait quelque chose de son statut privilégié au sein de la création. Dans les deux cas, ces théories se heurtèrent à une farouche opposition de l'Église. Ça ne m'étonne pas, car que reste-t-il de Dieu dans tout ça? Faut reconnaître que c'était plus simple quand la Terre était le centre de l'univers et que Dieu et les planètes habitaient à l'étage au-dessus. Mais ce ne fut pas encore la provocation la plus grande. Hein. On aurait pu croire qu'en démontrant l'universalité de ses lois physiques, Newton remettait en question la souveraineté de Dieu, alors que sa foi resta inébranlée. Il considérait en effet les lois physiques comme la preuve de la toute-puissance de Dieu. Le pire, c'était peut-être l'image que l'homme avait de lui-même. Qu'est-ce que tu entends par là? Depuis la Renaissance, l'homme a dû se faire à l'idée de vivre sur une planète perdue au sein d'un vaste univers. Cela dit, je ne crois pas que l'on s'y soit vraiment habitué, même de nos jours. Mais à la Renaissance, certains soulignèrent le fait que l'homme occupait désormais une place plus centrale qu'avant. Comment ça? Auparavant, la Terre était le centre du monde, mais depuis que les astronomes avaient démontré qu'il n'existait pas de centre absolu dans l'univers, il y eut autant de centres qu'il y avait d'êtres humains. Je vois. La Renaissance établit une nouvelle relation à Dieu. Au fur et à mesure que la philosophie et la science s'éloignèrent de la théologie, apparut une nouvelle forme de pitié. Avec la Renaissance, l'image de l'homme, elle aussi, changea, et cela eut des conséquences pour la foi individuelle. La relation à l'Église comme organisation s'effaça devant la relation personnelle de chacun à Dieu. Tu veux parler de la prière du soir, par exemple? Oui, ça aussi. Dans l'Église catholique au Moyen-Âge, la liturgie latine et les prières rituelles de l'Église avaient formé la colonne vertébrale de la messe. Seuls les prêtres et les moines pouvaient lire la Bible, car elle n'était écrite qu'en latin. Mais, à partir de la Renaissance, la Bible fut traduite de l'hébreu et du grec en langue populaire. Ceci fut une étape essentielle pour ce qu'on appelle la Réforme. Martin Luther? Oui, Luther était important, mais il n'était pas le seul réformateur. Il y eut d'autres réformateurs ecclésiastiques qui choisirent de rester au sein de l'Église catholique romaine. L'un d'entre eux était Erasme de Rotterdam. Luther rompit avec l'Église catholique parce qu'il voulait pas payer les indulgences, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus important. Selon Luther, l'homme n'avait plus besoin de passer par l'Église ou par les prêtres de l'Église pour obtenir le pardon de Dieu. Cela dépendait encore moins des indulgences que l'on devait payer à l'Église. Précisons que le commerce des indulgences fut condamné au sein de l'Église catholique vers la deuxième moitié du XVIe siècle. Cela a dû faire plaisir à Dieu. Luther a vraiment pris ses distances vis-à-vis d'un grand nombre de coutumes et de dogmes religieux dont était truffée l'Église depuis le Moyen-Âge. Il voulait revenir au christianisme du Nouveau Testament. L'écriture seulement, disait-il. Avec ce mot d'ordre, Luther entendait revenir aux sources du christianisme comme les humanistes de la Renaissance voulaient retrouver l'Antiquité dans les domaines artistiques et culturels. Il traduisit la Bible en allemand et jeta ainsi les fondements de la langue écrite allemande. Chacun devait pouvoir lire la Bible et d'une certaine façon devenir son propre pasteur. Son propre pasteur? Est-ce que ce n'était pas aller un peu trop loin?
Les prêtres, selon lui, ne jouissaient pas d'une relation privilégiée avec Dieu. Dans les communautés luthériennes, on nomma pour des raisons pratiques des pasteurs pour dire la messe et vaquer aux diverses tâches quotidiennes de l'Église. Mais il était persuadé que l'homme n'obtenait pas son pardon ou la rémission de ses péchés en observant des rituels religieux. La foi seule offrait gratuitement à l'homme son salut. Cette conception lui venait de la lecture de la Bible. Alors Luther aussi est typiquement un homme de la Renaissance. Oui et non. Un trait caractéristique de la Renaissance est la place centrale de l'homme dans son individualité et sa relation personnelle avec Dieu. À l'âge de 35 ans, il apprit le grec et entreprit de traduire la Bible en allemand. Le fait que le latin s'efface au profit de la langue populaire relève aussi typiquement de la Renaissance. Cela dit, Luther n'était pas un humaniste comme Marcille Ficin ou Léonard de Vinci. Il se heurta à l'opposition d'autres humanistes, tels qu'Érasme de Rotterdam, qui jugeait sa conception de l'homme par trop négative. Luther soulignait en effet que l'homme était un être totalement détruit après la chute. Seule la grâce de Dieu peut rendre justice à l'homme, car le prix à payer pour le péché, c'est la mort. C'est pas très gai tout ça. Alberto Knox se leva, prit l'habit sur la table et la fourra dans la poche de sa chemise. « Oh, il est déjà plus de 4 heures !» s'écria Sophie. La prochaine grande époque dans l'histoire de l'humanité, c'est le baroque. Ce sera pour une autre fois, ma chère Hilde. Qu'est-ce que tu viens de dire ? En sautant de sa chaise. Tu as dit, ma chère Hilde ? Je me suis trompée, c'est tout. On ne se trompe pas par hasard, hein. Tu as sans doute raison. Peut-être que le père de Hilde est parvenu à parler à travers nous. Je crois qu'il profite de la situation quand il se sent fatigué et moins armé pour nous défendre. Tu as dit que tu n'étais pas le père de Hilde. Peux-tu me jurer que c'est vrai ? Alberto fit un signe de la tête. Mais Hilde, c'est moi ? Je suis fatiguée à présent, Sophie. Tu dois comprendre cela. Cela fait plus de 2 heures que nous sommes ensemble et j'ai parlé presque tout le temps. Tu ne devais pas rentrer pour l'heure du repas ? Sophie avait l'impression qu'il cherchait à la mettre dehors. Tout en se dirigeant vers la porte d'entrée, elle se demanda encore une fois pourquoi il s'était trompé de prénom. Alberto la raccompagna à la porte. Sous une petite penderie où étaient suspendus toutes sortes de vêtements bizarres qui faisaient penser à des costumes de théâtre, Hermès sommeillait. Alberto désigna de la tête le chien en disant « Il viendra te chercher ». « Merci pour les cours d'aujourd'hui, » dit Sophie. Elle fit un petit saut et embrassa Alberto. « Tu es le prof de philo le plus intelligent et le plus gentil que j'ai jamais eu, » ajouta-t-elle. Puis elle ouvrit la porte d'entrée avant que la porte ne se referme. Elle entendit Alberto lui dire « On se reverra sous peu, Hilde. » Là-dessus, elle se retourna, livrée à elle-même. Il s'était encore trompé de prénom. Oh le lâche ! Sophie eut furieusement envie de remonter frapper à la porte, mais quelque chose la retint. Une fois dans la rue, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas d'argent sur elle. Elle allait être obligée de faire tout le chemin à pied. Oh zut ! Sa mère lui ferait une de ces scènes si elle n'était pas rentrée à 6 heures. Elle avait à peine fait quelques mètres que ses yeux tombèrent sur une pièce de 10 couronnes sur le trottoir. C'était exactement ce que coûtait un billet de bus. Sophie trouva le prochain arrêt et attendit un bus qui allait en direction de la Grande Place. De là, elle prendrait un autre bus qui la ramènerait tout près de chez elle. Tandis qu'elle attendait le second bus sur la Grande Place, elle se dit qu'elle avait vraiment eu de la chance de tomber sur une pièce de 10 couronnes au moment où elle en avait besoin. Et si c'était le père de Hilde qui l'avait déposée là exprès ? Quand il s'agissait de laisser traîner des objets aux endroits les plus invraisemblables... Mais comment s'y prenait-il s'il était au Liban ? Et pourquoi Alberto s'était trompé de prénom ? Pas seulement une fois, mais à 2 reprises. Sophie eut froid dans le dos.
Et voilà pour la fin du chapitre sur la Renaissance. Promis, j'essaye de faire au plus vite le chapitre sur le baroque. J'essaierai de ne pas attendre cette fois 6 mois pour vous donner la suite. Merci à vous qui suivez les aventures de Sophie en écoutant mon contenu. Je vous invite à vous abonner. Et promis, j'en essaye de finir le monde de Sophie en 2026.